bonjour, bienvenue dans un Café du Croissant version courte. Aujourd'hui, nous sommes au Florida, place du Capitole, en compagnie de maître Alice Terrasse, qui est une avocate spécialisée en droit environnemental et qui défend, entre autres choses, les collectifs et associations qui sont en lutte contre les projets d'autoroute A69. Donc on va parler de croissance de la justice et de décroissance du béton. Un café décroissant générique. Bonjour Alice. Bonjour. Et merci d'être là, merci d'être avec nous. On avait très envie de te recevoir parce que pour tout dire, depuis quelques semaines, depuis la décision du 27 mai dernier, qui est donc celle de l'arrêt du chantier, on a beaucoup entendu de gens, d'avocats par exemple, mais des hommes en fait. Il se trouve que c'est toi qui as suivi le dossier, c'est toi qui as obtenu la décision, donc on avait envie de t'entendre. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est beaucoup de gens ont été très choqués par cette décision du 27. Et des gens qui avaient l'air de penser que en fait la justice elle était déjà passée, que la justice était déjà prononcée pour le projet, et donc ils ont été sous le choc. Mais d'abord pourquoi est-ce qu'ils ont pu penser ça, ce qui s'est passé pendant 2 ans, et puis qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer pour obtenir la décision du 27 février de la réduction? Oui, alors effectivement, les gens étaient surpris parce que d'abord le dossier a duré pendant près d'1 an et demi. 1 an et demi d'instruction au cours desquels les opposants ont déposé plusieurs référés. En totalité, il y en a eu 5. 3 référés suspension, 1 référé mesure d'instruction et 1 référé liberté. Donc effectivement, ça fait beaucoup de tentatives qui tendaient en fait à suspendre l'exécution du chantier. Et toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. Les juges des référés, systématiquement saisis, ont décidé de ne pas suspendre le chantier. Celui-ci donc a continué à grand train, puisque l'État et son concessionnaire effectivement ont tout fait pour arriver très rapidement sur le terrain. D'ailleurs, dès le lendemain de la délivrance de l'autorisation environnementale, et il nous a fallu 1 an et demi, in fine, pour obtenir une annulation. Donc, effectivement, dans l'esprit du grand public, il est quand même surprenant de voir d'un côté les opposants se voir systématiquement rejetés pour, in fine, obtenir une annulation. Ceci étant, en droit, c'est pas forcément une surprise. Parce qu'il ne faut pas amalgamer 2 choses. D'un côté, on avait des juges des référés qui étaient saisis en urgence d'une question donc de suspension sur la base de certains éléments qui ont finalement abouti à l'annulation. Mais il n'en demeure pas moins que ces juges des référés sont là pour statuer extrêmement rapidement. Les ordonnances qu'ils rendent ne sont pas revêtues de la chose jugée, c'est-à-dire de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une force juridique comme peut l'avoir une décision d'annulation. Donc finalement, les référés ne préjugent pas du fond. Et c'est ça que les gens peut-être n'ont pas à l'esprit quand ils regardent un dossier comme celui-ci, bon, qui est relativement exceptionnel parce que déposer 5 référés, ce n'est quand même pas chose courante, en 1 an et demi d'instruction, c'est quand même... On se posera la question d'ailleurs de l'exception dans ce dossier, ouais. De ce qui est dans la norme aussi. Tout à fait, c'est effectivement des procédures qu'on n'utilise pas comme ça, comme on l'a fait pour la 69, mais à dossier exceptionnel, procédure exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été jugé, ce n'est ni plus ni moins que le droit, en toute indépendance. Parce que finalement, notre juge a annulé les autorisations environnementales malgré les pressions, économiques, politiques. Exactement, et surtout, et c'est peut-être le caractère un peu exceptionnel de ce dossier, en dépit de la grande avancée du chantier. Parce qu'effectivement, on est à peu près à 50% du chantier, et on va dire entre 60 et 70% des ouvrages d'art. Donc c'est quand même assez exceptionnel, et on a vu un tribunal extrêmement courageux qui a fait fi de toutes ces pressions économiques et politiques. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer? Alors, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que d'abord, dans les requêtes, la requête et les mémoires en réplique que nous avons présentées, nous avons eu moult arguments. Ce n'était pas uniquement la raison impérative d'intérêt public majeur, celle dont on a beaucoup entendu parler, qui est rattachée à une législation propre aux espèces protégées,
nous avons invoqué beaucoup d'arguments qui visaient effectivement à démontrer l'illégalité des autorisations. Mais il y a un argument qui a retenu l'attention du juge sans que d'ailleurs les autres aient été examinés. C'est intéressant. Le juge administratif a fait ce qu'on appelle l'économie des moyens. Il a retenu un argument qu'il a jugé suffisamment sérieux pour annuler. Le juge s'est livré à une analyse de tous les arguments qui avaient été invoqués par l'État et son concessionnaire pour justifier la création de cette autoroute. Une justification qui doit être suffisamment importante pour déroger à la fameuse interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. Et quand je parle de raisons suffisamment importantes, je parle là d'une impérieuse nécessité. Donc en fait, on est dans un domaine du droit très particulier, propre vraiment à cette législation, qui va bien au-delà de la simple utilité publique d'un projet. Donc quand j'entends les opposants, on sait plus là. Quand j'entends les porteurs du projet et quelques députés qui effectivement se sont prononcés en faveur de et qui aujourd'hui portent le projet, ils font malheureusement une confusion en droit qui est de mélanger utilité publique et raison impérative. Ce que vous avez réussi à démontrer, si je te comprends bien, c'est que on ne pouvait pas déroger à la protection des espèces, oui, parce que cette autoroute, ils n'ont pas réussi. Enfin, ce qu'ils avaient avancé comme argument en termes d'utilité publique n'était pas suffisant. Exactement. Les arguments n'étaient pas suffisants et j'ai compris. Tout à fait. Et il est vrai, pour reprendre ce que tu disais, c'est que depuis le début, on sait que c'est bien cette problématique qui allait faire pencher la balance. Que l'autoroute ne désenclave pas. L'autoroute ne désenclave pas. Le gain de 23 minutes sur un temps de parcours d'1h30 n'est pas suffisant pour justifier cette fameuse raison impérative au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc tout ça, on le savait. Et pire que ça, je pense, c'est que l'État et le concessionnaire le savaient aussi. Ils le savaient tellement bien qu'au stade de l'enquête publique environnementale, cette notion avait déjà été abordée. Mais l'État avait enjoint à la commission d'enquête de ne pas aborder cette question-là. Ouais, donc ça c'est super important. Ouais. C'est très révélateur. On en parlera parce qu'on parlera de ce gâchis. Mais je voudrais juste qu'on finisse sur ce volet juridique. On va parler juridique évidemment, mais les prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, elles ont été annoncées d'ailleurs par l'État le jour de la décision, à savoir donc le dépôt d'une requête en appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse, accompagnée d'une procédure un peu particulière qui s'appelle le sursis à exécution. Le but étant d'obtenir la suspension des effets de la première décision pour la reprise du chantier. Voilà. Le but, c'est la reprise du chantier dans l'attente d'une décision au fond par la Cour administrative. On est sur quel délai là qu'on appelle dans ce dossier? Alors, c'est très variable et c'est difficile de le savoir à ce stade. Mais on peut facilement imaginer, compte tenu de l'impact national de ce projet, de ses enjeux aussi économiques et de l'état du chantier, que la Cour administrative va y aller assez rapidement. Donc, là où dans un dossier à peu près habituel, on pourrait compter sur un délai de 1 an et demi, parfois 2 ans, voilà. Là, je pense qu'on serait sur le délai raccourci, certainement 1 an. Comment tu abordes, alors je sais bien que tu vas pas pouvoir me répondre, mais comment tu abordes cette nouvelle phase de la procédure quand tu veux ton sentiment? Je l'aborde de manière assez sereine. On a aujourd'hui des multiples arguments qui vont dans le sens effectivement d'une annulation. Alors déjà cette fameuse raison impérative qui n'est pas une notion régularisable. Donc admettons même que on nous présente la chose un peu différemment, il n'en demeure pas moins que les arguments ils étaient dans le dossier préalable. Dans le dossier de demande qui n'a pas changé. Exactement. Ils vont pas nous inventer de nouveaux impératifs pour réaliser cette autoroute. Le gain de temps, le désenclavement, le rééquilibrage territorial, la sécurité routière, voilà à peu près tous ces éléments étaient dans le dossier, ils le seront toujours abordés peut-être différemment. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait une forte pression peut-être
du milieu économique, certainement les interventions volontaires, les entrepreneurs, le MEDEF, etc. Bon, voilà, on s'attend vraiment à une salve d'attaque qui porteront nécessairement, à tout le moins au stade du sursis, sur l'urgence à reprendre le chantier. Voilà. Donc ça va être la phase effectivement déterminante parce qu'ils vont tout faire évidemment pour reprendre ces travaux. C'est vital pour eux. On a entendu le chantage à l'emploi évidemment qu'on entend déjà. C'est ça. Et j'allais justement aborder ce sujet-là parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, énormément de déclarations depuis la décision. Je me rappelle de la une du Figaro Magazine, la France paralysée. La Dépêche qui est très pro autoroute, il y a un édito il y a quelques semaines qui expliquait carrément que sur la foi de ce type de décision, demain on pourrait démanteler la Tour Eiffel. Et puis le ministre des Transports qui explique carrément que les collectivités ne pourront faire plus aucun travaux. Alors on rappelle que les travaux utiles, oui, c'est les travaux inutiles là qui sont en question. Qu'est-ce que tu réponds à ces questions? Finalement, il faut répondre. Il faut répondre en droit, c'est ça. C'est que le problème, c'est que il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'irrationnel dans toutes ces affirmations. Chaque dossier est particulier. On ne crée pas ici une jurisprudence. Il faut être très clair. C'est pas parce qu'on a fait. Important, voilà, c'est pas parce qu'on a l'impression, on entend ce que tu dis sur cette jurisprudence, le droit a changé. En fait, c'est juste l'application du droit. Exactement. Le droit aujourd'hui, c'est celui-là. Il faut démontrer la raison impérative. La Cour de justice de l'Union européenne nous a dressé les contours de cette notion de raison impérative d'intérêt public majeur, et nos juges administratifs de Toulouse n'ont fait qu'une stricte application de cette jurisprudence. Donc, il n'y a pas lieu de penser que parce que la 69 a été suspendue, a été annulée et donc le chantier suspendu, que ça va mettre à mal tous les autres projets. Ouais. En réalité, sauf dans le cas où ces projets peuvent être mis en doute. Exactement. En fait, ce que met en lumière ce dossier, c'est que l'impunité des porteurs de projets qui se disaient que la démonstration de la raison impérative n'était qu'une formalité dans le dossier, bien sûr, on dit que ce n'en est pas une. Et tout d'un coup, on remet au milieu de la table cette fameuse notion qui est le cœur du sujet, qui devrait être le cœur du sujet, c'est la base de la conception des projets. Et plutôt, justement, que de s'interroger sur la manière dont on fait ces projets et comment on devrait se poser la question dès le départ de comment on va justifier leur mise en œuvre, eh bien, on est en train finalement de cibler les opposants en disant mais regardez, ils vont arrêter avec cette notion tous les projets de la Terre. C'est une question que je voulais te poser plus tard, mais finalement je te la pose maintenant parce que tu y vas et c'est important. L'État a gaspillé des millions. Des gens ont été expropriés, ont perdu leur maison, ont perdu leurs emplois. Le gâchis est énorme sur le plan environnemental, on n'en parle pas. Comment est-ce qu'on évite ça dans le futur? Ça, c'est une question essentielle. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur un point, c'est que c'est un immense gâchis, un gâchis économique, un gâchis environnemental, un gâchis aussi dans la vie des gens. Sur le plan humain, c'est absolument catastrophique. On en a fait peu cas finalement, pas assez. On a beaucoup parlé d'environnement et d'intérêt économique. Et finalement, tous ces gens qui ont été expropriés, qui ont perdu leurs terres, leur outil de travail. Le social, effectivement, c'est pas un tas. Le volet social, on l'a un peu oublié et il est complètement essentiel. Et donc, ce gâchis-là, il faut qu'il soit évité à l'avenir. On aurait pu l'éviter et c'est peut-être là où la 69 va servir de point de repère et certainement créer un avant et un après. Il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord d'instaurer une vraie démocratie participative en France. Ce n'est pas le cas. Les politiques aujourd'hui, les élus nous parlent d'une concertation qui a eu lieu en 2016. Nous parlent de l'enquête publique environnementale qui a permis également de convoquer les gens pour qu'ils puissent s'exprimer sur le projet. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce sont des simulacres de démocratie où les gens sont simplement informés d'un dossier, d'un projet, mais en aucun cas, leur parole ne va être prise en considération. Alors, maintenant, on l'entend à coup de manifestations. D'abord, les opposants à la 69 ont manifesté en masse pour dire on est contre. Et ensuite, les pro-autoroutes qui viennent manifester. Mais tout ça arrive beaucoup trop tard. Les vraies questions, il faut qu'elles se
elles arrivent en amont et que les gens soient véritablement consultés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi, il faut arrêter de sortir les vieux projets des cartons sans se réinterroger sur les besoins actuels. Parce qu'on nous dit, cette autoroute, mais comme d'autres dossiers, cette autoroute, on l'attend depuis 30 ans. La LGV aussi. La LGV aussi. Et donc, parce qu'on attend depuis 30 ans, elle devrait être justifiée aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'un projet est vieux de 30 ans qu'on doit nécessairement le ressortir. Au contraire. On doit aujourd'hui se réinterroger parce que, de toute façon, on est face à des défis environnementaux qui sont absolument nouveaux, qui sont mouvants. On est dans une société qui n'a jamais été aussi changeante. Et quand on voit que finalement il n'a pas évolué ce dossier depuis 30 ans, ce sont les mêmes arguments, les mêmes caractéristiques, etc. On voit là qu'il y a vraiment un vrai problème de temporalité et de démocratie et d'écoute des citoyens. Et citoyens. c'est là que ça devient un sujet idéologique quand même. Il y a deux modèles clairement qui sont en train de s'affronter. Du coup, ça ne me surprend pas que ce sujet se soit invité aussi au Parlement, plusieurs fois, la 69. Et ça vient encore aujourd'hui, puisque 4 parlementaires pro-autoroute ont décidé de proposer une proposition de loi dite de validation. Alors, on apprend des termes techniques, ça nous était étranger, mais on sait, qui pourrait aboutir à l'annulation rétroactive de la décision de justice. Alors là, ça pose quand même des questions. Tu attendais à celle-là? Non. Non, celle-là, c'est clair. Non, véritablement, ça fait appel à de vieilles notions apprises il y a très longtemps sur le droit constitutionnel. Mais non, une loi de validation, quand on regarde les conditions, d'abord, on voit très bien que les conditions sont pas remplies du tout dans ce cas-là. Ça ressemble à quoi? Une gesticulation politique, mais ça a peu de chance, d'ailleurs, on l'entend, ça a peu de chance d'aboutir. Cette loi de validation a très peu de chance d'aboutir. Ce serait d'abord une ineptie juridique et une incompréhension totale et surtout une violation de la séparation des pouvoirs. Très clairement, cette loi de validation, elle a pour objectif de s'asseoir sur une décision de justice, sur le fond. Ce sont des politiciens, dans ce cas, c'est plutôt des politiciens à mon avis, qui décident que la décision de justice ne leur convient pas et décident de changer la loi. Ceux-là même qui, quelques mois auparavant, donner pleine confiance à la justice, qui en appelait systématiquement à la justice en disant que la justice était là pour être le garant et qu'il respecterait les décisions de justice. Ça leur va bien quand c'est... Mais là, manifestement, la décision ne leur convient plus et donc effectivement... Est-ce que le droit environnemental, pourquoi, est aujourd'hui en danger ou c'est surtout une légitimation de déclaration? Non, le droit de l'environnement est en danger, très très clairement. D'abord, on assiste depuis maintenant près de 10 ans à un vrai détricotage du droit de l'environnement. Alors, c'est assez insidieux. C'est à coup d'amendements, de lois qui sont plus ou moins passées inaperçues. On restreint de plus en plus l'accès à la justice, le droit au recours. Les associations qui se voient maintenant supprimer effectivement certaines possibilités pour accéder à la justice. On supprime également, c'est important, des degrés de juridiction. Donc on arrive tout de suite devant les cours d'appel sous prétexte de transition écologique, de simplification du droit. Donc c'est assez insidieux parce que la communication politique, elle est de dire en fait, c'est dans l'intérêt des citoyens de simplifier, d'aller plus vite. Et alors, 7 à 69, c'est là où c'est quand même très particulier, a mis en lumière ce droit de l'environnement de manière vraiment tout à fait inattendue, en tout cas de manière forte, puisqu'il a pris une ampleur nationale. Et là, du coup, le droit de l'environnement est devenu une cible à abattre. Et là, c'est là où on arrive je pense, à une période très compliquée, où les langues se délient, où il n'y a plus véritablement de filtre de la part de certains politiques élus. Il y a élus. Sûrement, effectivement. Là, il y a vraiment même un déni du droit. Le droit de l'environnement presque ne devrait plus exister. Il est un frein à l'économie, il est un frein aux aménagements, et je dirais presque qu'il est un frein au progrès. Et à l'ennemi, quoi. Voilà, c'est ça. Un ennemi. Alors que ça protège le quoi, le droit environnemental? Mais le droit à l'environnement, c'est la peine de protéger, en fait. On rappelle à tout le monde. Donc ça protège tout à fait. Le droit, effectivement, d'abord, c'est un pilier de notre démocratie, le droit, tout court. Le droit de l'environnement, il a de ça de particulier qu'il est un garde-fou.
des politiques publiques face à des défis que nous connaissons maintenant tous, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la disparition des terres agricoles, etc., etc. Ce droit, il nous permet un rééquilibrage entre, d'un côté, les intérêts, bien sûr, économiques, qui sont importants, mais de l'autre côté aussi la préservation, la prévention des atteintes portées à l'environnement. Parce que chacun sait, et ça c'est pas juridique, c'est scientifique et ça a été prouvé, que si l'homme détruit son écosystème, à terme, de toute façon, il disparaîtra avec lui. Donc, la question n'est pas d'opposer le droit à l'environnement au droit économique ou l'urbanisme. On a l'impression que ça s'oppose le droit de l'urbanisme et de l'environnemental. Exactement. Deux branches qui ne se rencontrent pas. Tout à fait. Si ce n'est pour s'opposer. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Le droit de l'environnement devrait être totalement apolitique. Il devrait s'insérer dans toutes les politiques publiques pour simplement faire en sorte que les décisions que l'on prend, des décisions importantes, ne parviennent pas à une destruction totale de l'environnement. Le droit à un environnement sain, équilibré, respectueux de la santé humaine, c'est une liberté fondamentale. Alors je pense que la mire de défense, c'est l'information. Il faut que les gens comprennent d'abord que le droit à l'environnement, il existe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a même des juristes ou des avocats spécialisés en droit de l'environnement. Il faut informer sur l'utilité de ce droit et leur permettre de se réapproprier et de s'approprier ce droit. D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, des gens se sont penchés sur les dossiers et bien souvent deviennent des experts en droit de l'environnement. Donc d'abord, il faut arrêter de penser que le droit de l'environnement est à ce point technique qu'il est inabordable, inaccessible. Je pense que ça devrait faire partie d'un réflexe. Ouais. Les gens devraient se dire, à partir du moment où il y a des projets d'aménagement, bon, c'est peut-être très bien pour l'économie locale, mais comment notre environnement a été préservé aussi. À mon avis, c'est une absolue nécessité que les gens, effectivement, aient son impact. Est-ce que, pour revenir à la 69, à qui appartient le territoire de chantier également? Est-ce qu'il faut attendre la décision d'appel pour le réinvestir? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des projets, et il y a des projets qui sont plutôt enthousiasmants. On peut parler de notre voie, par exemple, notre voie, c'est le projet alternatif à l'autoroute, qui est un projet extrêmement construit, qui est porteur de dynamisme aussi sur le plan économique, sur le plan social, et plutôt parle d'apaisement. Est-ce qu'on doit attendre la décision d'appel? Comment est-ce qu'on dépollue ce sol ou ces cours d'eau qui ont été pollués? Comment on répare? Et j'ai envie de te dire, ça fait plein de questions là du coup. Mais comment aussi on peut, moi je sais pas, qui va payer? Et est-ce que le NGE ou en tout cas qui participe au massage peuvent être mis à contribution? Alors, est-ce que ça, tu peux avoir des réponses déjà ou... Alors déjà, on va prendre une des questions. Est-ce qu'on doit attendre ou pas que la justice ait définitivement tranché? Bien sûr, d'un côté comme de l'autre. Je pense que d'un côté, il serait inutile de penser qu'on peut poursuivre un chantier tout en ayant une épée de Damoclès sur la tête, en sachant pas ce que effectivement la justice va définitivement trancher. Et de l'autre côté, donc de l'autre côté des opposants à la 69, avant de s'emparer des alternatives, avant de replanter, il faudrait effectivement attendre la décision de justice. On est effectivement, toujours, il faut avoir ça en tête, dans un état de droit, et le droit va être dit par les juges. Donc ça, c'est un premier plan. Si définitivement les autorisations doivent être annulées. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, le chantier est confié aux concessionnaires, à Tosca. Mais les parcelles expropriées appartiennent à l'État. Donc, on est dans aujourd'hui une responsabilité partagée. Atosca a l'obligation de mettre en sécurité le chantier et l'État, pour l'instant, reste propriétaire des parcelles dans l'attente de la suite. Ce qui risque de se passer en cas d'annulation, de toute façon, on va rentrer dans une autre vague de contentieux qui, du coup, ne va plus forcément regarder les opposants à la 69, mais plutôt le concessionnaire et l'État, qui vont, soit négocier, soit rentrer dans un litige ferme qui va être de savoir qui va payer. Est-ce que la responsabilité sera partagée? Moi, de mon point de vue, il est tout à fait simpliste de penser que les contribuables vont tout payer. Non, je ne pense pas. La faute sera certainement partagée. D'ailleurs, il faut savoir que Atosca a commis bon nombre de fautes dans ce chantier, dans le cadre de ce chantier.
Il faut quand même rappeler que on est à plus de 18 mises en demeure. Si on doit simplement se positionner sur la question de la légalité, on voit très bien que, alors qu'il se disait être quand même un concessionnaire exemplaire et qu'elle allait presque faire une autoroute verte, non seulement une autoroute n'est pas verte, mais en plus les conditions des chantiers sont absolument abominables. Ouais. C'est pour donner des billes à l'État pour faire en sorte exactement, exactement, qu'il paie. Tout à fait, parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Les mesures compensatoires qui ont été vantées n'ont pas été mises en œuvre. On n'en connaît même pas encore tout à fait les contours, alors que le chantier est très très avancé. C'était justement une condition de l'autorisation environnementale de connaître les mesures compensatoires. Vous avez fait aussi des annonces d'ajout de mesures compensatoires qui n'ont jamais eu lieu. Enfin, voilà. Donc je pense que, et c'est le problème aussi des concessions, c'est qu'à un moment donné, l'État ne souhaitant pas justement trop investir et trop dépenser d'argent public pour un projet, confie à un concessionnaire qui a les mains libres et qui va aller très très vite. En tout cas, jusqu'ici, on a l'impression qu'ils faisaient finalement, enfin en tout cas, ils avaient le sentiment certainement d'une impunité. On est complètement. On découvre des choses. Et là, Mediapart, c'est bien de mettre en lumière le fait que ils auraient dissimulé une quantité invraisemblable de matériaux au moment de l'appel d'offres. Donc même là-dessus. Oui, même le contrat de concession semble être littéralement tous les jours. Ouais. Une dernière question, je pense, à moins que quelqu'un ait une question là autour, mais j'avais une question pour savoir si on a parlé du votre voix tout à l'heure. Et je voudrais savoir si toi personnellement, tu crois qu'il y a eu notre voix ici. Oui, bien sûr. Une autre voie est possible, c'est évident. De toute façon, la voie dans laquelle on s'est engagé avec ce chantier, de toute façon, aujourd'hui paraît inacceptable du point de vue de la légalité, du point de vue du projet de société qui s'impose à nous. Donc oui, une autre voie est possible. Elle est même nécessaire. Les opposants à 69 ont beaucoup d'idées à ce sujet-là. Ils proposent une autre société possible avec justement l'aménagement de cette véloroute qui paraît voilà, et tout autour des points quand même d'activité aussi. Exactement, et totalement. C'est pour ça que l'environnement n'est pas opposé au développement, au contraire. Hein. Ça peut être quelque chose de fabuleux pour ce territoire. Vraiment, Alice, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et dans un café des croissants, je remercie aussi les gens qui sont autour de la table, Boire qui était à la technique, Anna qui est avec nous, Tess aussi, Ornella qui est en train de prendre des images. Je remercie Solène et Anna qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé et à bientôt, c'est bisous. Sur les réseaux, vous avez des trucs qui s'affichent sur l'écran, je ne comprends jamais rien, mais...